Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je ne suis pas seul, je suis avec l'ami Pam. Incroyable, comment vas-tu? Bonjour tout le monde et salut Julien, merci pour l'invitation, ça fait Ouais, plaisir d'être là. ça fait un petit moment que ça me titillait de te faire venir sur la chaîne et pour cette première, alors tu étais déjà venu sur le live de la Ouais. fin d'année 2022, mais pour cette premier entretien, oui, ensemble cinéma sur un film, j'ai évidemment choisi un métrage de monsieur Aki Kaurismäki, parce que tu es un grand fan de ce metteur en scène finlandais. Toi-même, tu es finlandais de cœur, on y reviendra. Exactement. Et alors, même si j'ai vu en off comme ça pour me remettre dans l'ambiance, que j'avais vu L'Homme sans passé l'année dernière, j'avais fait une vidéo, je me suis découvert ou redécouvert un petit peu, je ne sais pas, parce que j'avais vu des extraits en off, Leningrad Cowboy, Go America. Là, j'ai choisi avec toi un film qui t'est très cher, La fille aux allumettes, sorti en 1990. Titre original, je vais massacrer du finnois, mais c'est pas grave. Tulitiku tetan tutte. Voilà, bon. Surtout le premier Presque. mot qui est compliqué. On C'est y le est premier mot. presque. Voilà. On y est Qui veut presque. donc dire la fille de l'usine à allumettes, hein, grosso modo, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et qui est en fait le troisième volet de la trilogie officieuse, hein, parce qu'il n'y a pas de lien entre les films, la trilogie ouvrière du prolétariat, Mm. et qui réunit au casting, alors déjà évidemment, l'actrice fétiche de Kaurismäki, Kati Outinen, Mhm. qu'on voit à peu près partout après. Hein. Il y a Ouais. également Esko Nikari qui joue le beau-père, ce qui est une histoire de famille aussi. Elina Salo, la mère, et Vesa Verikko qui joue Arne, le prince charmant, entre guillemets. Enfin, voilà. Parce que, attention, La fille aux allumettes, ce n'est pas vraiment une relecture du conte d'Andersen, La petite fille aux allumettes, même si on part sur un côté très dramatique. Ça ne se passe pas à Noël, et je pense même que c'est un anti-conte. On va dire ça Mhm. comme Tout ça. à fait. Alors, l'histoire très sociale de base, hein, d'une jeune fille qui travaille dans une fabrique d'allumettes, qui, mais alors, n'a aucune communication avec sa famille. D'ailleurs, il faut attendre 20 minutes du film pour avoir les premiers dialogues. Et le premier mot qui est prononcé, il est très sympathique, on y reviendra après. Et du coup, la jeune, alors je crois que son prénom, je ne vais pas te dire de bêtises, c'est Iris. Iris. Ouais. Bah, elle le vit, mais sans vivre vraiment, quoi. Elle bosse, elle rentre chez elle, ses parents, enfin, beau-père en plus, et sa mère ne lui donne aucune affection. Elle va danser au bal, personne ne l'invite. Enfin, elle va même pas danser, du coup, elle est là. C'est presque un fantôme dans cette société finlandaise, dans une sorte de pauvreté qui est clairement mise en avant aussi. Et donc, il va lui arriver des choses. Un jour, Iris va s'acheter une robe et rencontrer un monsieur avec qui elle va essayer d'avoir une relation. Ça va être plus compliqué que cela, mais ça va découler de conséquences en conséquences assez compliquées, puisque c'est un film très sombre en soi, mais avec une patte Kaurismäki, je pense. J'ai vu L'Homme sans passé et Leningrad Cowboys Go America. Même si c'est moins drôle que Leningrad Cowboys, il y a quand même ce style-là. Mais d'abord, je vais te donner la parole. Quel est ton lien personnel avec ce film et le cinéma de Kaurismäki, hein, aussi, si tu veux Mm. développer? Bah, alors, c'est simple, ce film, c'est le premier Kaurismäki que j'ai découvert, ça devait être en 2016, je crois. J'avais envie de découvrir un petit peu le cinéma finlandais. Bon, forcément, quand on cherche cinéma finlandais sur Google, le premier nom qui sort, d'ailleurs à peu près le seul, hein, soyons honnêtes, c'est Aki Kaurismäki. Et bon, j'ai regardé un peu les films qu'il avait fait, et le titre m'a parlé exactement pour la même raison que toi, pour le côté conte d'Andersen. Je me suis dit, ah tiens, j'avais vraiment rien lu dessus. Je mute sans faire exprès. Et du coup, j'ai regardé ce film qui est effectivement un film qui est très sombre, un film qui est presque sans espoir, mais je ne sais pas là-dessus. C'est discutable. Et surtout avec une espèce d'humour latent, malgré tout, qui est très, très, très pince sans rire, mais qui est quand même là. Et bref, j'avais vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai vu L'Homme sans passé. Et depuis, j'en ai vu. J'ai pas tout vu, pas encore, mais j'y travaille activement. Mais voilà, donc c'est ça, je dirais, mon lien très personnel avec ce film, hein, et qui reste un film que j'ai revu, hein, pour l'occasion, pour cette vidéo. J'ai revu avec grand plaisir et qui est vraiment un film extrêmement marquant. Je pense même dans la filmographie déjà bien marquante de Kaurismäki.
Ouais, c'est vrai que moi justement, bon, Leningrad Cowboy c'est un peu à part, même si c'est fun, il y a des trucs extraordinaires dedans aussi, avec critique de cette société humaine globale, hein, parce qu'il sort un peu de la Finlande, mais quand même. Là, franchement, je suis content d'avoir découvert ce film, paradoxalement, après L'Homme sans passé, parce que je pense bon, on peut faire des liens entre les deux, on va pas s'amuser non plus, parce que je pense qu'on pourrait faire des liens entre tous ces films, hein, plus ou moins. Oui, oui. Et là, après L'Homme sans passé, j'ai l'impression d'avoir vu La fille sans avenir, quoi. C'est un petit peu La femme sans futur, si vous voulez. Oui, oui. Alors, déjà, il faut préciser un truc, c'est lent. C'est le cinéma de l'ennui aussi, parce que de toute façon, il met magnifiquement en scène, et ça j'ai beaucoup aimé, l'ennui de cette fille, le désespoir. Alors ça peut paraître, oui, mais alors là, ça se justifie. Des fois, il y a des films qu'on trouve chiants, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais là, non, ça ne peut pas être chiant, parce que l'ennui, on est pénétré par ce qui se passe. Et de suite, on s'associe à la douleur silencieuse de cette jeune femme qui a l'air de porter tout le poids du désespoir sur ses épaules. En plus, elle travaille dans cette usine. Et j'aime bien le début. On voit la fabrication des allumettes. C'est magnifique, hein, ces premières scènes. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y aurait presque un côté David Lynch, Twin Peaks avant l'heure, indirect. Il y a la Syrie et tout, la femme avec la bûche, ça peut faire des liens. Peut-être que je ne serais pas étonné que David Lynch apprécie le cinéma de Kaurismäki d'ailleurs. Bon. Je ne serais pas étonné non plus, mais d'ailleurs, David Lynch qui a des origines finlandaises. En plus. En plus. Donc, tous les grands génies viennent de Finlande. Non, mais c'est ça qu'il y a quelque chose là-dessus. Puis alors, on prend son temps. Le film nous le dit dès le début. On va prendre le temps avec un maximum. Il n'y a quasi que ça, hein, des plans fixes. Et les personnages, hop, il y a le plan fixe, il y a le personnage qui apparaît, qui passe, qui s'en va, etc. Tu as l'impression que c'est un film de fantôme aussi. Petite dédicace à l'ami Artopolis qui aime bien ressentir cela dans des films même où il n'y a pas de surnaturel. Et ce qui se passe, c'est vrai que tu parlais de l'humour, c'est très sombre. Hein. Vous n'allez pas ressortir de là en mode ouais, youpi, on va faire la fête. Mais il y a quand même des moments de décalage. Je pense que c'est dans le décalage que ça fonctionne. Oui, complètement. Genre ce bal musette, etc., où les gens s'amusent, on sent que c'est très artificiel. Et elle est là, elle attend. Et elle attend. Pour paraphraser Jean-Jacques Goldman, hein. Elle attend. Et tu as même plus tard, où elle dans un club, et puis avec son amoureux, son lover, il y a des scènes qui sont terribles, avec de l'argent, parce que l'argent, il focus dessus. Hein. Je pense qu'il y a une vraie critique aussi de cet argent qui ne veut rien dire, qui est complètement désarticulé de la réalité comme elle. Et c'est un film, on ne va pas le temps passer. Alors, il est très court. Il fait 1h06, 1h10, si on prépare là. Mais même, on ne voit pas le temps passer paradoxalement. Ce qui est très intéressant, c'est que Kaurismäki a fait vraiment un format très court pour nous planter voir ce qui se passe vers la fin. On fera une zone spoiler. Et il n'y a pas de perte de rythme malgré cette approche très lente. C'est du naturalisme épuré à l'absolu. Je pense qu'il doit y avoir du Bresson qui traîne là-dedans aussi. Oh oui. Kaurismäki est très, très, très bressonien. Ah, ça se sent. J'ai pas vu grand-chose de Bresson. J'ai vu un film en entier, j'ai vu des extraits, j'ai lu des trucs, mais il y a quelque chose là-dedans. Mais alors, l'actrice principale, c'est extraordinaire comment Kati Outinen devient son personnage et sans faire passer énormément d'émotions sur le visage et tout. Elle a une présence, c'est glaçant en fait. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est une actrice, elle a tout compris à son personnage. Elle a sûrement été super bien dirigée aussi. Hein. Oui, elle est bon. Kaurismäki, c'est un excellent directeur d'acteurs. Ça, c'est très clair. Hein. Je veux dire, c'est connu et tous les acteurs qui ont travaillé avec lui le disent. Mais après, il faut aussi dire que Kati Outinen, c'est une actrice. Hein. C'est une actrice hors pair. En fait, bon, ça, c'est quelque chose qu'en tant que Français, on ne voit pas vraiment. Mais le casting du film, c'est vraiment une ribambelle de stars du cinéma finlandais. C'est littéralement comme s'il avait pris, je ne sais pas, Catherine Deneuve. Voilà, enfin, c'est vraiment ce genre, ce niveau-là d'acteur. Et du coup, bon, c'est vraiment le haut du panier, donc forcément le jeu est parfait. Mais ce jeu, je trouve qu'il s'incarne essentiellement dans la maîtrise du silence, qui est un des ingrédients principaux hein, du cinéma de Kaurismäki en général. Hein. Tu as vu Leningrad Cowboy, c'est fait de silence. Et la mise en scène du silence, le jeu par le silence, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et qui est là vraiment extrêmement bien maîtrisé par les acteurs, en particulier par Kati Outinen, mais qui est habituée à ce genre de rôle. Enfin, comme tu as dit, elle a énormément
elle a énormément travaillé avec Kaurismäki, toujours sur ce genre de personnage extrêmement taiseux, mais même dans les autres films qu'elle a fait avec d'autres réalisateurs finlandais, parce qu'elle a énormément tourné, même là, elle a toujours ce genre de rôle un petit peu taiseux qu'elle maîtrise à merveille. Et comme tu dis, elle incarne ce personnage d'Iris vraiment avec un brio exceptionnel. Et puis, alors, justement, le silence qui implique d'ailleurs un montage au couteau. Parce que, Oui. ouais, les plans qui durent et tout, mais alors à chaque fois, ça coupe au bon moment. Tu as Ouais. l'impression que, à mon avis, je ne sais pas s'il travaille souvent comme ça, mais derrière, sur la table de montage en post-prod, il doit fignoler tout ça parce que tu sens en fait que les plans durent le temps qu'ils doivent durer. On ne peut pas le quantifier parce que quand tu regardes un film, tu t'amuses pas, tiens, oh là, il a fait 20 secondes. Là. Mais tu le sens dans le rythme global. C'est parfait. Des fois, d'ailleurs, il y a des ruptures. Enfin, au moment où le plan s'arrête, ça veut dire ce que ça veut dire. Quoi. On attend que le personnage sort du truc, ou, etc. Évidemment, il y a des moments qui sont assez marquants. Je n'ai pas choisi la miniature par hasard. Pour moi, l'un des plus beaux plans du film, où elle est là. On ne dit pas à quel moment du film c'est, mais elle est là, allongée, elle attend, elle fume, et il y a tout ce truc noir au-dessus d'elle qui la couvre. On ne sait pas trop si c'est le destin voilà, ou ce qu'elle doit vivre, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle va vivre. Je pense qu'il y a une composition des plans qui n'est, mais alors pas due au hasard, parce que souvent il y a des gens qui disent ouais, bon, il place sa caméra là, fait passer l'acteur. C'est pas ça. Hein. Non, Kaurismäki, il est vraiment dans une maîtrise absolue. Et d'ailleurs, il est dans une double maîtrise, parce que donc il y a la composition de ces plans qui sont cinématographiquement réussi, mais son image aussi, il la travaille énormément en termes de citation et de citation picturale. C'est quelqu'un qui a une immense culture et qui travaille avec typiquement ses chefs-op ou sur l'éclairage en disant ok, là pour cette scène, je veux une luminosité à la Rembrandt. Là, je veux que tu fasses. Oui, il travaille vraiment en termes picturaux. Donc c'est assez intéressant et bon, l'image de la miniature, je pense que c'est typiquement le genre de scène où il y a eu ce genre d'instructions qui ont été données. Et il le dit lui-même, il fait pas ça par une sorte de snobisme, ou il fait pas ça pour faire passer un message. Il n'y a pas de message, c'est juste qu'il voit qu'à ce moment-là, avoir ce type de luminosité, avoir ce type de composition de plan, c'est exactement ce qui va marcher. Et je pense que c'est ça son génie, c'est d'arriver à faire de la citation sans que ce soit de la citation et en choisissant exactement ce qu'il faut au bon endroit pour que ça passe. Oui, comme s'il y a des scènes en extérieur, vite fait dans la rue aussi, où on voit qu'il travaille la lumière. Là, les scènes où on voit l'usine, il y a un petit côté justement boisé, industriel, mais pas trop non plus. Enfin, on a presque l'impression d'être dans un autre monde par moment, et pourtant, c'est vraiment la réalité pure et dure de ce qu'il voulait démontrer. Alors, je ne sais pas s'il y a une critique sociale ou de son pays ou globale, parce que je me pose cette question-là. Au-delà des silences, on a aussi des extraits, on entend, à la télévision. Parce que alors le beau-père et la mère, ils sont vautrés devant la télé. D'ailleurs, là aussi, pas de communication, on communique que par les écrans. Tiens, je sais pas si parce qu'il va nous sortir un film, Kaurismäki, là, en marge du Festival de Cannes. Je sais pas s'il est en compétition ou hors compétition. En compétition, oui. Voilà. J'espère qu'on l'aura au cinéma chez nous bientôt aussi. Qui s'appelle Les Feuilles Mortes et qui, je ne sais pas s'il va intégrer les réseaux sociaux à un moment dans les trucs, parce qu'il pourrait. Avec les téléphones, il pourrait jouer là-dessus. Mais bon, pour rester sur ce film-là, on regarde la télé et dès le début, on a les infos ou ce qui se passe sur la place Tiananmen en Chine. Révolution, parce que Kaurismäki, il est un peu révolutionnaire, le monsieur aussi. Voilà. Un peu beaucoup, oui. Il y a ça. Il y a un moment un truc sur la visite du pape. Je crois que sur la religion, il a des choses à dire aussi, un petit peu. Et la religion en Finlande, c'est particulier. Le rapport à la chrétienté en Finlande et dans d'autres pays qui sont pour le coup scandinaves, parce que la Finlande ne fait pas partie de la Scandinavie, précisons-le. C'est important. Il y a cette idée-là. Et à un moment, il y a même un truc en français. À un moment, j'ai fait, il y a du français. Il y a du français. Et oui, il y a une toute petite scène au moment en français d'une info. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, ou alors j'ai rêvé. Mais Non, mais c'est pas impossible de toute façon. Kaurismäki est un grand francophile, donc ce serait pas étonnant. Et puis il y a ces infos-là, et je pense que, en plus, c'est ça qui va rompre le silence au début. Il n'y a que ça qui rompt le silence. Donc, les informations et la musique. Parce que Kaurismäki, la musique, c'est son truc aussi. Et donc, le truc de bal musette, un peu plus tard au club, où c'est vraiment, là, on est dans une dichotomie, c'est plus la même ambiance. Et c'est là où, d'ailleurs, la chenille va se transformer en papillon. C'est un peu Cendrillon à un moment.
personnage Iris, avec cette robe. On va faire une zone spoiler juste derrière. On va expliquer la robe et le lover derrière. Et je ne sais pas ce que tu en penses du coup sur comment ils rompent le silence au-delà des dialogues. C'est surtout ça qui est intéressant. Ouais, complètement. Un des très grands critiques finlandais avait souligné, justement, et t'en parlais avant, l'importance de la télévision dans ce film et cette espèce de communication, enfin de verbiage télévisuel permanent dans le film qui est vraiment le fond. Quand il n'y a pas de parole, il y a les paroles de la télévision qui passent derrière. Et il soulignait justement que les années 90, parce que le film est de 91, si je ne dis pas de bêtises. 90, oui. Enfin, après, 90, il a dû sortir peut-être plus tard en France. Et donc, justement, et il soulignait le fait qu'à cette époque, il y avait beaucoup de critiques par rapport à l'invasion de la télévision dans le milieu domestique. Donc là, on retrouve chez Kaurismäki et il faisait le lien avec Twin Peaks et la télévision dans Twin Peaks. Voilà. Et c'est vraiment pas de moi, c'est Peter Van Bag, donc, qui est le grand critique finlandais, qui soulignait ce lien avec Twin Peaks. Donc ça m'a fait sourire quand on a parlé par rapport à l'usine. Mais c'est très bien vu. Mais bref, donc oui, clairement, l'ambiance sonore. L'ambiance sonore, c'est ça qui empêche le silence. Il n'y a pas de musique extra-diégétique, si je ne dis pas de bêtises. Ah, extra, il n'y en a pas, non? Non, il n'y a pas, oui, c'est ça. Tu as la musique qu'elle écoute dans sa chambre pour s'évader, il n'y a que ça. Oui. Hein, elle fume, elle écoute la musique, oui. Bon, voilà. La pauvre. Mais sinon, oui, effectivement, donc il y a les différents groupes qui passent. Donc il y a ce bal musette avec le tango finlandais. Et c'est très drôle, hein, d'ailleurs. Oui, c'est à mourir de rire. Mais d'ailleurs, pardon, je me perds un petit peu dans ce que je dis, mais c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez Kaurismäki en général et dans ce film en particulier, la façon dont il décrit la Finlande. Parce que, en gros, il va prendre vraiment tous les stéréotypes de la Finlande, il va les grossir excessivement. C'est une critique qui avait été faite par rapport à La Vie de Bohème. Donc La Vie de Bohème, c'est un film qu'il a tourné à Paris, qui est tourné en français. Et les critiques lui avaient dit c'est très mignon comme film, c'est sympathique, mais franchement, c'est pas du tout Paris. Pareil pour J'ai engagé un tueur qui est tourné à Londres. Hein. Là aussi, on lui avait dit non, mais c'est pas du tout Londres. Hein. Et Kaurismäki avait répondu mais parce que vous croyez que mes films finlandais, c'est la Finlande. Et dans Leningrad Cowboys Go America, c'est pas l'Amérique. C'est pas l'Amérique, exactement. Enfin, c'est un peu, mais c'est direct, c'est détourné. Exactement. Et ça, c'est quelque chose d'important. On a envie de croire que le film est parce qu'il a cette dimension sociale. On a envie de croire qu'il représente la Finlande et effectivement, il joue sur un certain nombre de stéréotypes de la société finlandaise, mais en fait, c'est pas du tout la société finlandaise et Kaurismäki en est conscient. Et ça contribue, je pense, énormément à une espèce de, comment dire, pas de d'atmosphère un peu conte de fées. On est dans une fiction. On est dans une fiction qui a été placée géographiquement dans une Finlande qui est très imagée. C'est vraiment une Finlande d'imagerie d'Épinal, en fait, avec le Finlandais qui ne parle pas, le Finlandais qui picole tout le temps, le Finlandais qui danse le tango. Voilà, c'est vraiment très... Et une certaine pauvreté finlandaise aussi, parce que les années 90, c'était une grosse récession économique dans le pays. Donc voilà, il y a un peu toute cette imagerie-là qui est conviée, mais qui est en fait déformée pour en faire un film oui, voilà, un conte de fées, encore une fois. Et pas le conte de fées de la fille aux allumettes, vraiment quelque chose d'autre. Non, un autre conte de fées, un anti-conte de fées. Et justement, on va avoir zone spoiler, là, pouf, parce qu'on va en parler là. La robe qu'elle s'achète, elle se fait un petit plaisir à un moment. Avant la zone spoiler. Hein. Ouais. Avant la zone spoiler, peut-être quand même, parce que si les gens quittent, ce serait dommage qu'ils ne connaissent pas l'histoire derrière le titre. Ah oui, le titre. Ah ouais, le titre. Parce que toi, du coup, tu m'avais dit hors ligne, ouais, c'est clair qu'il doit y avoir un lien avec Andersen, j'imagine. Alors, pas du tout. Pas du tout. En fait, l'idée du titre vient d'une sorte de pari que s'était donné Kaurismäki, parce que une des critiques qui avait été faite par la presse spécialisée à l'époque, donc dans les années 90 en Finlande, c'était que si le cinéma finlandais n'arrivait pas à décoller, c'était parce qu'il n'avait pas de thème fort. Alors,
Quand on dit ça à un Bressonien, le Bressonien explose. Et Kaurismäki, à ce moment-là, avait rétorqué, mais pas du tout. Pas du tout. Vous savez, on pourrait faire un film à partir d'une allumette. Parce que vous prenez une allumette, vous pouvez raconter l'histoire de la fabrication de l'allumette. Mais la fabrication de l'allumette, ça parle aussi de l'ouvrier qui fabrique l'allumette. Mais cet ouvrier, il a aussi une vie derrière. Et c'est comme ça qu'est née l'histoire de la jeune fille aux allumettes. C'est très beau, moi j'adore. Du coup, on comprend mieux l'intro du film, encore mieux, hein, j'ai envie de dire. Encore mieux, encore mieux. Et alors, attention, spoiler, parce que, bon, à un moment, elle en a marre d'être la boniche de sa mère et de son beau-père. Elle s'achète une robe. C'est un peu d'argent quand même, elle se dit. Hein. Et là, hop, le premier mot qui lui est prononcé, c'est « Alors, moi, je l'ai vu en sous-titre anglais. Hein. Finlandais sous-titre anglais, finnois sous-titre anglais, c'est remarquable. Mais donc, elle est traitée de pute. Disons les mots, comme ça. C'est terrible, sympa hein, l'ambiance. Et puis, bah, justement, elle va quand même aller danser dans un club avec cette robe. Elle va rencontrer son lover, etc. Ils vont avoir une relation, elle y croit. Et le monsieur, il part en lui descendre de l'argent parce qu'il l'a vraiment pris pour une prostituée. Donc là, tu as un humour, mais c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Et justement, à partir de là, alors là, c'est la descente aux enfers, puisqu'il l'a mise enceinte. Elle y croit. Le pire, c'est qu'elle y croit. Elle veut son conte de fées. C'est ça qui est terrible. Elle lui écrit et dit allez, on va y arriver et tout. Il la rejette. Et à un moment, elle en a marre. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors là, c'est la fin du film. Le dernier acte. Elle achète de la morora et elle va décider de se venger. Enfin, on a marre de porter tout ce poids. Et là, on a un film qui se transforme en libération de l'ouvrière, presque une émancipation féminine aussi d'une certaine manière, parce qu'on le voit, hein, elle est traitée de boniche. Le stéréotype de la princesse s'avère être donc la prostituée pour un mec qui méprise grosso modo, il s'en fout, il veut pas, il utilise les femmes pour ses biens, ses ferveurs à lui. Et là, elle décide de tout envoyer chier et elle va grosso modo tuer tout le monde. Du moins, ses parents sont morts. Hein. Et c'est très inattendu. Moi, j'étais là, on dit ah ouais. Et c'est là où on a un côté. Bon, elle se fait arrêter à la fin. J'ai l'impression que le plan final, c'est la police, hein, j'imagine. Oui. La police elle s'éloigne. Et elle qui collabore, hein, elle tend ses mains. Bah oui, de toute façon, elle a réussi à vivre un instant quand même. C'est ça qui était. D'ailleurs, à la fin, je crois qu'elle est arrêtée dans l'usine, hein, si je dis pas de bêtises. Dans l'usine. Et hop, la caméra bouge pas. Et on laisse l'usine. Hein, quand tu as vu ce film pour la première fois, est-ce que tu t'attendais à un tel truc en mode revenge movie là? Non, pas du tout. C'est génial. Pas du tout, mais parce que le film n'a pas du tout n'a pas du tout ce ton-là. Enfin, les premiers plans, comme tu dis, c'est les plans de l'usine. Comment on fabrique des allumettes. Donc, les premiers plans sont littéralement du documentaire. Hein. Il manque plus qu'une voix off et on a un documentaire parfait sur la fabrication des allumettes. Je plaisante pas parce qu'en plus c'est assez long, hein, je crois, la séquence en fabrication d'allumettes. 3 minutes facile. Ouais, facilement, ouais. Donc, on commence par du documentaire. Ensuite, on est vraiment dans un drame, certes un peu satirique, mais quand même, on est dans un drame social assez fort. Il y a toute cette intrigue sur l'enfant qu'elle porte et donc et qu'elle veut garder, qui l'amène à être rejetée par sa famille. C'est ça, oui, elle qui veut se rapprocher du père de l'enfant, mais le père de l'enfant, hein, elle lui écrit une lettre immense et lui, il lui répond, je crois, débarrasse-toi du gamin. Débarrasse-toi du gamin, ouais. Qu'est-ce qui est d'une violence très forte. Enfin, surtout, Kaurismäki a vraiment pris le temps de nous montrer l'écriture de la lettre, tout le soin qu'elle a mis, et c'est très beau comme le personnage d'Iris est très appliqué pour écrire sa lettre, et l'autre lui renvoie une espèce de bout de papier, enfin. Mais bref, je sais plus ce que je disais. Ah oui. Oui. Donc on est vraiment dans un drame social, un drame social pur et dur, et on s'attend pas du tout à ce que le film vire comme ça à une espèce de, disons-le, un pétage de plomb, un final où tout le monde meurt. Hein. Mais tout le monde meurt hors champ quand même. Hein. Mais calmement. Calmement, ah oui. En Finlande, on n'est pas troublé. Hein. C'est ça, oui, tout le monde meurt hors champ et elle, on la voit. On sent potentiellement qu'elle jouit intérieurement ou pas, on ne sait pas de ce qu'elle fait, mais et peut-être la flamme de l'allumette qui s'est allumée en elle. C'est terrible, c'est le désespoir ultime en fait, parce qu'elle a vraiment plus d'espoir. On va tuer tout le monde. Limite, si elle s'était pas fait arrêter, peut-être qu'elle se serait suicidée, mais justement, le film ne se termine pas là-dessus. C'est intéressant. Il n'y a pas de cliché du à la fin, hop, glouglou, et on la voit morte sur le lit, non.
Non. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un personnage désespéré. C'est ça qui fait sa force. En fait, elle est limite elle développe une forme d'apathie parce qu'on l'a construite. Ouais. Elle s'est construite, vu son travail et sa famille, en tant qu'apathique, qui rêve quand même à un moment de sortir de là, mais qui a besoin d'un levier. Et le levier, en fait, dès qu'elle pense l'avoir trouvé, en fait, ça lui ruine la potentialité de l'étincelle, de l'allumette, et à la fin, elle s'éteint complètement, en fait. Ouais, complètement. Mais c'est assez intéressant parce que ça fait beaucoup écho au premier rôle au cinéma de Kati Outinen, que je peux difficilement vous conseiller parce que je ne crois pas qu'on trouve facilement de version en français, même en anglais. Hein. Et c'est dommage parce que c'est un très beau film, pour le coup aussi très naturaliste, et elle était très jeune dedans, enfin, elle joue une adolescente. Et il y a exactement ce même type de rôle où elle joue une jeune fille assez marginale vivant dans une société encore plus marginalisée, complètement en périphérie d'Helsinki, dans les quartiers populaires, dans une classe d'élèves marginaux. Enfin, vraiment, on est vraiment dans la marge de la marge de la marge de la marge. Et elle a ce rôle très apathique où elle assiste à la fin à un drame avec le garçon qui semble qu'elle soit amoureuse, même si, bon, voilà, on reste dans du mélodrame finlandais, donc les sentiments sont pas forcément très clairs. Hein. Et elle regarde ce garçon littéralement tomber du 2e étage d'un immeuble, et il y a cette image très forte avec son visage. On n'arrive même pas à savoir ce qu'elle ressent, en fait. Intériorisé, ouais. C'est ça, on ne sait pas ce qu'elle ressent, et la cut, et on la retrouve quelques jours plus tard dans le lycée, dans une salle de cours, à vaguement écouter un cours avec la même tête complètement apathique. Et c'est un film que Kaurismäki a vu et qu'il a apprécié. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait joué un petit peu sur cette corde pour La fille aux allumettes. Et puis bon, avant de refermer la zone spoiler, il y a aussi ce personnage qui est très absent, mais qui est son seul soutien, le frère. Oui. Le frère qu'on aurait pu voir dans le groupe Leningrad Cowboys, d'ailleurs, il manque que vraiment la balade, hein, parce que c'est vraiment ça. Mais même là, tu sens que lui aussi, d'ailleurs, frère et sœur, pas très impliqué, mais il y a un lien entre les deux. Et c'est marrant parce que Kaurismäki nous met ça là en mode, bon, vous voyez, quand même, elle n'est pas seule. Mais en fait, si, elle est seule. Hein, elle est quand même bien seule. Mais d'ailleurs, tu parles du frère qui préfère partie des Leningrad Cowboys. L'attention. Je ne saurais pas dire. Je ne crois pas. Il ne me semble pas, mais peut-être. Mais ce que j'allais dire sur lui, c'est le soin du décor, hein, de l'appartement du frère, hein, avec une table de billard et un jukebox. Mais complètement en décalage. Mais ils sont tous en décalage dans le film, de toute façon. Oui. À leur manière. C'est la société finlandaise décalée de peut-être justement cette crise, etc. Enfin, du coup, on peut refermer la zone spoiler parce qu'au-delà même de ce qui se passe à la fin, restez bien jusqu'au bout du film si vous pensez à un moment que. Non. Voilà. Il se passe des choses. Pour conclure, c'est ton préféré de Kaurismäki? Allez, franchement, si tu veux en garder un, ce serait celui-ci ou pas? Allez, je te pose une colle. Je le trouve vraiment excellent, lui. Hein. Objectivement, il est excellent. Je ne les ai pas tous vus encore. Mais c'est vrai que L'homme sans papier, c'est un chef-d'œuvre. C'est indiscutable. Mais j'ai envie de dire qu'il avait déjà écrit beaucoup de choses, en fait, dans La fille aux allumettes et la trilogie du prolétariat en général, qui est magnifique. Mais voilà, c'est difficile. Enfin, je suis assez mauvais à dire lequel est mon préféré. Non. Et voilà, parce qu'on sait que ça se débat pas mal sur Twitter en ce moment. Quelle est la masterclass de tel. Ouais, enfin, c'est compliqué. Parce que ça peut changer, pour nous aussi, ça peut changer d'une semaine à l'autre, d'un revisionnage à l'autre. Donc voilà. D'autant plus chez un cinéaste comme Kaurismäki, qui a une filmographie très, très dense. Hein. Ouais. Et puis, très cohérente en plus de ce que j'ai vu déjà, on sent qu'il y a toujours sa patte. Quoi. Pas... Oui, toujours. Tous les éléments qu'on voit dans La fille aux allumettes, on le retrouvera dans les films de Kaurismäki. Donc ce que je veux dire par là, bon déjà l'équipe technique est la même. Hein, ils travaillent toujours avec les mêmes. Les acteurs également sont les mêmes. Au-delà de ça, thématiquement, ce travail sur le silence, qui est une constante, son amour pour la musique. Kaurismäki, le premier film de Kaurismäki, les gens l'ignorent souvent, c'est un documentaire qui est une captation d'un concert de rock. Ouais.
Ah, il est avec rock'n'roll, hein. Il est très rock'n'roll, Kaurismäki. Ouais, Kaurismäki, il est très très rock. Et dans chacun des films de Kaurismäki, la grande question, c'est quel artiste va-t-il mettre en avant. Il a donné une interview là récemment à l'équivalent du Monde en Finlande, où il a dévoilé quel artiste serait dans les feuilles mortes, donc je le sais. Un groupe de rock féminin qui s'appelle les Maustetutet, donc qui fait de la musique très intéressante, hein, avec un grand décalage entre une musique un peu rock, popisante, on a envie de se trémousser dessus, et des textes en revanche qui sont extrêmement graves, extrêmement sombres. Donc on est complètement dans l'univers Kaurismäki. Mais bref, voilà, donc ce travail sur la musique, la représentation d'un certain milieu un peu marginal, qui est vraiment ce qui l'intéresse. D'ailleurs, je parlais du silence. Kaurismäki a réalisé un film muet. Il a poussé Juha, ouais, qui est un très 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 grand film. Pour le coup, je pense que dans la filmo de Kaurismäki, Juha est très très haut. Mais c'est justement, enfin, l'aboutissement en fait de tout ce travail. Quand on travaille sans arrêt sur le silence, faire un film muet, ça paraît être. Mais oui, bref, donc oui, c'est extrêmement, comme tu dis, c'est extrêmement homogène le cinéma de Kaurismäki. Ce qui ne veut pas dire que c'est sans surprise. Oui. Ah bah oui. Tous ces films sont radicalement différents. Ils sont tous extrêmement surprenants à leur manière. C'est ça que j'aime chez un réalisateur. Alors là, j'en suis qu'à 3 films de lui, mais quand j'apprécie chez un réalisateur, c'est que je vois sa trame, son ambiance et tout, mais que chaque film peut surprendre. Et je pense que là, avec Kaurismäki, je suis parti sur une belle aventure qui ne fait que commencer. Parce que je vois déjà la cohérence de son cinéma, et à chaque fois, quelque chose qui va faire qu'on retiendra ce film par rapport à l'autre. Voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est une découverte qui m'a bien. Voilà, j'étais bien dedans. Alors, il faut bien être dedans. Ne voyez pas forcément ce film complètement épuisé après une journée de travail. Je pense que. Non. Voilà. Surtout si vous travaillez dans une fabrique d'allumettes. Si vous regardez ça le soir crevé, vous allez forcément, à un moment, vous laisser bercer, ce qui est pas mal, hein, d'ailleurs. S'endormir, ça peut être bien, hein, qu'un film. Et là, si vous endormez, vous allez quand même peut-être rater un tiers, voire la moitié du film, ce qui n'est pas long. Je pense que Kaurismäki aimerait l'idée qu'on s'endorme devant ses films. Et il y en a beaucoup, c'est comme notre cher Vera Setacool, qui, à chaque fois, Mais bon, c'est du cinéma différent, mais quand même, on peut faire des liens aussi. Faire des liens, si on veut, avec tous les réals, hein, si on a envie. C'est ça la force du cinéma aussi. Mais en tout cas, c'était un plaisir de parler de ce film avec toi. Ouais. Est-ce que je peux me permettre de finir avec une petite anecdote? Ah oui, allez, l'anecdote. Kaurismäki, c'est quelqu'un de très drôle. Très, très drôle. Avec un gros sens de l'humour. Et il parlait justement du fait que ce film, donc a un scénario qui est extrêmement simple, hein, comme on l'a dit. On est quand même sur le scénario le plus naïf du monde, hein. Sur une jeune femme qui a une vie pas très marrante, hein, qui s'en tige d'un homme qui lui ne s'en tige pas d'elle. Enfin, c'est quand même le scénario du mélo le plus standard possible. Et Kaurismäki a donc fait lire le scénario à sa femme, qui a éclaté de rire, qui a trouvé ça assez risible. Kaurismäki a commenté que ça l'a beaucoup vexé, et du coup il n'a plus parlé à sa femme pendant 2 mois, ce qui n'a pas changé beaucoup, hein, de toute façon, vu qu'il ne parle pas beaucoup. C'est ça. De toute façon, les silences, comme ça, ils ont mis la télé à fond. Voilà. C'est ça, exactement. Pas à fond, mais en fond. Mais en tout cas, voilà, c'est un film qu'on vous conseille vivement. Il n'est pas forcément facile à trouver, mais vous pouvez le trouver. Peut-être des bonnes médiathèques près de chez vous. Alors, à une époque, il a été sur Arte, c'est plus le cas. Peut-être qu'il sera remis. Parce que là, avec le Festival de Cannes qui va remettre un de ses films en avant, son nouveau, au premier depuis 6 ans, peut-être qu'il va retrouver, alors peut-être que vous le retrouverez, je ne sais pas moi, sur Mubi, je ne sais pas si des fois ils mettent des films intéressants. Mais dès que vous pouvez tomber dessus, n'hésitez pas. Et puis n'importe quel Kaurismäki, je pense que ça se prend. Oui. C'est un réalisateur qui est constant. Et puis je vous invite aussi à aller voir la chaîne de notre cher camarade Pam ici, parce que oui, tu as une chaîne YouTube, tu parles cinéma, tu fais du cinéma aussi. Quelques courts-métrages. J'essaye. Voilà. Court-métrage, peut-être, est-ce que tu pourrais être un jour inspiré par Kaurismäki? Il me semble qu'il y en a un avec quasi-documentaire, là, je vous laisserai aller le voir. Avec le silence. Oui, exactement. Et je pense que tu reparleras aussi de Kaurismäki sur ta chaîne. Oui, très prochainement.
Parce que Pam, c'est notre spécialiste Kaurismäki sur le YouTube Game, on va le dire, c'est officiel. J'ai cette casquette. Cinéma finlandais en général. Hein, et le cinéma finlandais au sens large. J'ai la chance de... Ouais. Il ne se résume pas à Kaurismäki ni à Iron Sky. Voilà. Non, ni à Iron Sky, ni au prochain Sisu qui va sortir bientôt en salle, qui est le John Wick finlandais. Ah oui, c'est vrai, le fameux John Wick finlandais. Qui est très sympathique. Ouais. Qui est très sympathique. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Et merci à toi pour l'invitation, ça m'a fait très plaisir, surtout pour parler de Kaurismäki. Pourquoi pas un jour un live Kaurismäki, tiens, ça peut être. Oui. En plus, thématiquement, on a déjà des. Voilà, on pourrait trouver des idées. En tout cas, n'hésitez pas. Et avec Arto, qui connaît très bien Kaurismäki. Et oui, Arto aussi, c'est un cinéma qu'il apprécie aussi. Bien sûr. Ouais. Et puis, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film ou du cinéma de Kaurismäki au sens large, parce qu'on discutera avec vous avec grand plaisir, parce que c'est ça aussi, le partage, parce que nous, là, on blablabla, mais vous êtes impliqués aussi dans la conversation a posteriori, mais on sera là. Ouais. Blablabla, on est des anti-finlandais. Ah oui, parce que là, on n'est pas taiseux, là, pour le coup. Est-ce qu'on conclut la vidéo en mode Kaurismäki? Oui, alors... À la prochaine. Au revoir. Ciao.